Conversation RH, le podcast qui donne la parole aux professionnels RH. Nous le savons, les DRH sont sur tous les fronts. Ils interviennent dans la gestion de carrière, des recrutements, de la communication interne, des formations et même sur les questions des relations sociales. Les DRH sont donc au cœur de nombreuses organisations et d'autant plus dans le monde des grandes écoles de commerce. Alors, où en est cette fonction aujourd'hui et quel est le rôle des DRH en 2023 au sein des grandes écoles de commerce? Quels sont les nouveaux enjeux et stratégies RH qui ont été mis en place pour répondre à l'évolution du marché de la formation? Nous allons y répondre dans ce nouvel épisode avec notre invité du jour, Nicolas Bergeret, DRH adjoint de Neoma Business School. Bonjour Nicolas, je vous remercie d'être présent. Bonjour Laura, merci de m'accueillir. Alors on va commencer avec une première question qui est la plus simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours RH ? Ouais. Alors, donc je suis Nicolas Bergeret, je suis actuellement le DRH adjoint chez Neoma Business School, qui est donc une école de management et de commerce qui a 3 campus, un sur Reims, un sur Paris et un sur Rouen, avec un peu plus de 10 000 étudiants cette année et un peu plus de 700 collaborateurs répartis sur les 3 campus. Mon parcours, moi, il a été en 2 parties. J'ai d'abord travaillé pendant à peu près 15 ans dans le secteur de l'audiovisuel et des médias, où j'ai eu des activités sur de la production d'émissions de télévision et de captation d'événements sportifs aussi beaucoup. Et j'ai aussi travaillé au lancement notamment de la chaîne France 24, qui est la chaîne d'information internationale en 4 langues, qui était lancée en 2006. Et à cette occasion, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer les équipes des ressources humaines qui étaient encore en construction à l'époque. Et ensuite j'ai basculé vers le monde des RH véritablement par goût, parce que je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'accompagner les collaborateurs et les collaboratrices à leur évolution, à leur développement, monter des équipes de qualité et travailler sur les talents. Voilà. Donc mon parcours RH, il était assez, il a du coup un peu plus court que mon parcours en production de télévision, puisque j'ai évolué donc dans l'environnement de France 24, qui a ensuite été intégré dans l'entreprise qui s'appelle aujourd'hui France Média Monde. Et qui est l'entreprise audiovisuelle extérieure de la France. J'ai été nommé secrétaire général de la chaîne France 24, et un rôle que j'ai tenu pendant 7 ans, qui était quand même très très orienté RH sur l'activité des équipes, journalistes mais aussi techniciens, et puis sur les opérations. Et ensuite, j'ai quitté France 24 donc en fin 2019 pour rejoindre une entreprise qui s'appelle Wellness Training, qui était une PME de à peu près 170 collaborateurs qui travaillent dans le secteur du fitness et du bien-être au travail pour les salariés. Voilà. Et puis on a vécu une année 2020 forcément un peu compliquée, comme pour tout le monde, avec les confinements et l'arrêt de l'activité 100% d'ailleurs pour ce secteur-là, donc un peu compliqué à gérer. Et donc j'ai quitté Wellness Training à cause de tout ce contexte-là un peu compliqué pour rejoindre Neoma l'année d'après, donc en 2021. Et où je suis toujours ma qualité de directeur des ressources humaines adjoint. Je suis basé sur le campus de Reims, mais j'ai des équipes à Reims, à Rouen, et je viens d'intervenir aussi sur le campus de Paris. Voilà en gros. Je vois très bien, c'est très intéressant, c'est un très beau parcours. Et du coup, aujourd'hui, comment vous percevez votre rôle de DRH au sein de Neoma ? Mon rôle de DRH, il est très important. Le rôle de la DRH, parce que comme je suis le DRH adjoint, donc il y a le DRH qui est Frédéric Droguet, donc tous les deux en binôme, on intervient vraiment sur des domaines très très larges. Ce qui est génial chez Neoma, c'est que la direction des ressources humaines est très très impliquée à peu près à tous les niveaux de l'école et de l'entreprise. Alors effectivement, à la faveur des confinements et des Covid, où on a été une des directions les plus consultées, on était un petit peu les référents, si vous voulez, autour de toutes les difficultés d'organisation qu'il pouvait y avoir. Et on a maintenu ce rôle, ce qui fait qu'on est aujourd'hui très très impliqué et très consulté, et on a une capacité d'action qui est très forte au sein de Neoma,
Donc c'est super engageant parce que effectivement on est écouté, les gens nous font confiance et à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la direction générale, mais aussi auprès des salariés et auprès des managers aussi beaucoup. C'est un gros travail d'accompagnement auprès des managers. Donc voilà, la DRH est très implantée dans Neoma, est très écoutée et il y a un véritable impact sur l'activité. Ok, très bien. Et pensez-vous que les départements RH de votre école, dans le domaine du coup de l'éducation, soient différents des autres départements RH des entreprises? Alors, je pense que non. Moi, pour la petite anecdote, quand je suis arrivé chez Noma, donc je ne connaissais pas le secteur de l'enseignement supérieur Mhm. et j'avais une image sans doute un peu faussée, évidemment, de la façon dont c'était organisé. Pour moi, une école, quelle qu'elle soit, il y avait beaucoup d'enseignants, beaucoup de profs, des chercheurs, et puis il y avait effectivement des fonctions support qui essayaient de faire tenir ça. Or, en réalité, on est plus de ce qu'on appelle le staff, c'est-à-dire qu'on a plus de fonctions support administratives que d'enseignants chez Neoma, ce qui est normal parce qu'en fait, c'est une énorme machine qu'il faut faire tourner et comme n'importe quelle autre entreprise en réalité. Bien sûr. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. La différence, en fait, elle réside essentiellement sur, évidemment, la population des enseignants qui est un peu particulière, avec un mode de fonctionnement qui est spécifique. Et puis avec des attentes aussi de la part de ses collaborateurs, ses collaboratrices qui sont évidemment différentes pour une entreprise standard, mais je dirais vraiment la DRH, elle fonctionne comme une entreprise, comme une DRH, une entreprise, une belle, une jolie ETI qui est en forte croissance depuis maintenant presque 5 ans. Ok, très bien, je vois. Et du coup, les enjeux RH, est-ce que forcément, les objectifs RH, je suppose, comme vous l'avez dit, que sont les mêmes dans votre école que celles dans des entreprises, mais est-ce que vous avez des enjeux un peu plus spécifiques, des enjeux RH qui est vraiment dédié et lié à votre école Neoma? En fait, oui. Alors, les enjeux RH qu'on a chez Neoma qui sont spécifiques, c'est effectivement de pouvoir répondre à nos engagements d'excellence académique qu'on a vis-à-vis de nos étudiants. D'ailleurs, on a lancé notre nouveau plan stratégique là, donc cette année, on a fait depuis le mois de février, qui va courir sur 5 ans. Et dedans, on a qui s'appelle Engage for the Future et qui, du coup, nous oblige, nous en tant qu'école, en tant qu'institution, justement à prodiguer le meilleur enseignement et la meilleure expérience académique pour nos étudiants, justement pour un futur qui est en évolution folle, hein, qui part dans tous les sens et on a conscience de notre engagement et de notre impact justement sur ce futur vis-à-vis des étudiants conformes. Donc effectivement, on a 3 piliers qui sont l'excellence académique, qui sont l'engagement pour la société et puis l'engagement pour les étudiants. Et en fait, c'est vraiment notre spécificité, nous, au niveau des ressources humaines chez Neoma, c'est de pouvoir répondre justement à ces 3 engagements-là. Alors, on est un peu moins impliqué sur l'excellence académique, évidemment, si ce n'est par le recrutement d'enseignants et de collaborateurs et de collaboratrices de qualité qui peuvent répondre à cet engagement-là. Mais on est très impliqué sur la partie sociétale, bien évidemment. Et on est évidemment très impliqué vis-à-vis des étudiants pour que leur expérience en tant qu'étudiant soit la plus formidable possible. Et dans ce cas, nous, au niveau RH, du coup, on doit mettre les moyens pour ça, quoi, véritablement. Je vois très bien. On y vient justement, niveau recrutement. Quels sont pour vous les axes de politique qui sont mis en avant et qui sont simplement mis en place au sein de Neoma? Je suppose que vous mettez en place 2 stratégies bien différentes de recrutement pour vos étudiants et pour vos salariés, parce que je suppose que comme vous êtes une école de commerce, il y a des concours, c'est ça, pour accéder à l'école? Oui. Oui, tout à fait. Alors, nous, dans les ressources humaines, on n'est pas impliqué dans le recrutement des étudiants. D'accord. Directement, on va dire, sauf qu'on met évidemment à disposition les moyens pour le faire. D'accord. Donc, par exemple, on engage nos propres étudiants pour gérer la promotion et l'animation pendant les périodes de concours. Donc là, qui va démarrer la semaine prochaine, par exemple. Donc les étudiants qu'on appelle nos admissaires, hein, qui est une espèce de néologisme, un mot qui n'existe pas, mais qui justement gère les admissions. Donc ce sont toute une quantité d'étudiants, de nos propres étudiants, qui sont là pendant 1 mois et demi, 2 mois, pour animer, organiser, promouvoir les programmes qui sont proposés par Neoma. Donc nous, à la RH, du coup, on s'occupe de ça. On leur fait des contrats de travail et on met en place les moyens justement pour qu'ils puissent réaliser leur mission. Après, sur la partie recrutement des collaborateurs, on a évidemment 2 façons de fonctionner différentes. Pour les enseignants, c'est plus géré par la direction de la faculté. Et dans ce cas, nous, on intervient plutôt en support, si vous voulez, sur la partie
purement administrative, même si évidemment je schématise un petit peu parce que forcément on est un peu plus impliqué évidemment sur la partie recrutement des enseignants, mais comme ça se fait de façon assez spécifique, beaucoup par relation, beaucoup par collaboration qu'on peut avoir avec certains établissements qu'on a partout dans le monde. On a des obligations aussi de recrutement d'enseignants étrangers pour que justement on puisse répondre à nos obligations vis-à-vis de nos accréditations et de nos classements. Donc voilà, il y a une démarche spécifique sur le recrutement des enseignants. Et puis ensuite, sur les populations qu'on va appeler staff, c'est-à-dire tout ce qui est fonction support et administrative, voilà, notre stratégie, elle n'est pas vraiment différente effectivement d'une entreprise normale, si ce n'est que on est quand même, on essaie de privilégier quand même le plus possible la mobilité interne et l'évolution des talents et des compétences qu'on a en interne. Voilà, et donc on met en place tout un dispositif de gestion des compétences et des performances. On met en place des people reviews. Voilà, l'idée c'est de capitaliser sur nos propres talents à nous en priorité. D'accord, très bien. Et au niveau du coup, côté collaborateur, selon vous, qu'est-ce qui fait le succès d'une bonne expérience collaborateur au sein de votre société? Ben, pour moi, je vous serez pas surprise dans la position de DRH, évidemment, pour vous dire ça, mais ça commence dès le départ, ça commence même dès l'offre d'emploi. Ça commence de la manière où on va pouvoir répondre à la sollicitation d'un candidat à l'extérieur, la qualité de la relation qu'on va avoir, déjà, donc la qualité de l'offre d'emploi de la job desk, on va dire, Oui. bien expliquer les contextes, comprendre comment ça marche, ce qu'on attend des gens qui nous rejoignent, expliquer surtout aussi les valeurs de Neoma. Pourquoi Neoma existe et qu'est-ce qui fait que cette école est reconnue aujourd'hui et qu'elle a autant de qualité, qu'elle est autant appréciée. Et puis ensuite, c'est tout le parcours du collaborateur au fil de l'eau et de sa vie dans l'entreprise. Donc nous, à la direction des ressources humaines, on met un point d'honneur justement à être dans une qualité de service la plus importante possible vis-à-vis de toutes nos équipes. Et puis jusqu'à la sortie, parce que forcément, un collaborateur qui quitte l'entreprise, c'est pas quelqu'un qu'on ne verra plus jamais. Complètement. Surtout que dans le domaine de l'enseignement supérieur, c'est un petit secteur, on va dire. Donc forcément, on est toujours potentiellement capable de recroiser quelqu'un au fil de sa carrière. Donc c'est là aussi, il faut soigner la sortie. Complètement. Et quelles sont les actions qui sont mises en place pour assurer cet épanouissement? Là, on a tout un volet écoute de nos collaborateurs. On a mis en place d'ailleurs avec nos partenaires sociaux un accord justement sur l'expression de nos collaborateurs. Donc c'est quelque chose qu'on va faire qu'on va démarrer avant l'été en tout cas et qu'on déroulera d'ici la fin de l'année. On a aussi par exemple, pour vous donner un exemple, on a un gros projet de changement de déménagement du campus de Reims avec un projet de construction et on fait intervenir nos collaborateurs dès aujourd'hui par le biais au travers d'ateliers où chacun peut exprimer un peu ses envies, ses besoins, comment il voit l'évolution de son activité de façon très concrète dans le futur très proche, parce que ce sera dans les 3 ans qui viennent. Donc voilà, par exemple, ça, ce sont des choses qu'on met en place. Beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention. Et puis ensuite, on est quand même dans une entreprise où on va dire le client, ce sont des jeunes gens, ce sont des étudiants. Ils sont très actifs sur les parties associatives, sur l'activité au sein de l'école. Et forcément, on est tenu nous aussi de proposer ce genre de choses. Donc, on est très attentif au bien-être, on est attentif à l'écoute collaborateur, comme je disais. On a des référents aussi sur tout ce qui est qualité de vie au travail, risques psychosociaux, ergonomie, tout ça déjà en interne pour régler les problèmes dès le départ, en tout cas être plus dans la prévention que dans le traitement des problèmes. Je vois très bien. Est-ce que cette notion de bien-être, bon, ça fait déjà un moment qu'on en parle et j'en parle régulièrement dans mes podcasts, mais est-ce que ça a changé ou des actions ont été mises en complément dans votre école depuis le Covid, la crise sanitaire qui a fait qu'on était tous enfermés chez nous? Est-ce que ça a modifié ou ça a amplifié ce besoin urgent de mettre en place des actions? Alors, ça l'a amplifié pour la bonne raison que en fait nos étudiants, eux, je pense que c'est une surprise pour personne, n'ont pas forcément bien vécu cette période où on était tous enfermés et on avait très très peur que certains soient vraiment isolés avec des risques
qui pouvaient intervenir justement sur des risques de santé mentale pour les étudiants isolés. Donc en fait, on a toujours été dès qu'on a pu en fait reprendre nos locaux et commencer à accueillir des étudiants, on a mis en place des dispositions pour permettre de les accueillir. Et du coup, par effet de rebond, ça a permis aussi à nos collaborateurs qui n'en pouvaient plus d'être isolés et qui voulaient retourner sur les campus de pouvoir le faire dès que possible. Donc on a mis en place des dispositifs qui permettaient justement à chacun de se positionner là-dessus, sans évidemment forcer. Évidemment, le télétravail était mis en place. Ça, c'était quelque chose, bon, c'est rien de nouveau vis-à-vis des autres entreprises en France, bien évidemment. Bien Mais sûr. on a évidemment, on sait comment on a suivi ce modèle-là, tout en conservant notre besoin d'être présent auprès des étudiants et notre besoin, nous, d'être présents, si vous voulez, de créer ce corps social qui ne peut pas se faire à distance. Pour une école comme la nôtre, il est absolument impossible d'arriver à créer des liens tels qu'on peut les créer quand on le fait à distance. Un étudiant qui vient dans une école, il a besoin d'une expérience justement étudiante qui reste toute sa vie, qui lui dit que les années qu'il a passées dans son école, c'est les années les plus incroyables, qu'il a appris énormément de choses, mais surtout qu'il a tissé des liens, qu'il a créé, il s'est forgé sa personnalité grâce aussi aux années qu'il a passées à l'école. Donc pour nous, c'est super important. Donc en fait, on a vraiment essayé de tenter de répondre à ça en mettant en place des dispositifs qui permettaient justement d'aller beaucoup plus loin sur l'écoute et l'attention portée à nos propres collaborateurs aussi, pour qu'ils se sentent dans les meilleures conditions possibles. Je vois. Bah, personnellement, j'étais en école de commerce encore lors de cette crise sanitaire. Et Oui. c'est vrai que la plupart des écoles ont fait en sorte que tout se passe bien pour leurs collaborateurs, mais également pour les étudiants. Donc ça, c'était vraiment C'était super. très, très important. Et j'ai senti vraiment une synergie entre toutes les organisations, que ça soit du coup les écoles et les entreprises, pour mener à bien cette grosse difficulté. Et il a fallu qu'on innove, il a fallu qu'on invente notamment des activités à l'international alors qu'on ne se déplaçait pas. C'est ça. Puisqu'on a quand même maintenu le plus possible nos activités internationales pour nos étudiants dans notre programme. Et donc, il fallait innover pour savoir comment on pouvait le faire sans avoir à se déplacer. Ça, je peux vous assurer que ça a été vraiment très, très apprécié. Ah, ça sans aucun doute. Et au niveau transformation numérique et image de votre école, comment utilisez-vous la transformation numérique et tous les outils que vous avez à disposition pour façonner l'image de votre école? En fait, nous, on est une des rares écoles qui a réussi à mettre en œuvre de façon la plus aboutie possible un campus virtuel. Et très très tôt. C'est-à-dire que véritablement, c'était dès 2021, même 2020, le campus virtuel a été mis en place. Et à la rentrée 2021, ça fait partie des dispositifs de nos enseignements. Donc on a véritablement, c'est un espèce de campus sur une base de ce qu'on pourrait appeler le multivers aujourd'hui, c'est-à-dire que véritablement vous avez un avatar et vous pouvez assister à des cours, des conférences, à des événements, tout ça à distance. Et on a été vraiment pionniers dans la mise en place de ce campus virtuel. Et aujourd'hui, on a toujours cette avance vis-à-vis, je pense, de nos concurrents. Donc on est vraiment très précis pour ça. Alors évidemment, on l'utilise de manière différente aujourd'hui, bien évidemment. On s'en sert moins pour les enseignements, on s'en sert davantage pour les événements. Mais par exemple, la semaine dernière, on a mis sur le campus virtuel, il y a eu un concert d'un groupe de jazz qui s'est déroulé sur le campus virtuel et ça a été super apprécié avec un taux de fréquentation qui était extraordinaire pour un tel événement. Donc on a vraiment un groupe physique qui est venu jouer, mais avec ses avatars et qui a été suivi sur le campus virtuel, par exemple. Ah super, très bien. C'est la première fois que j'entends ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est très pionnier, c'est novateur et c'est vrai qu'on a été les premiers parmi les premiers à le déployer, mais en tout cas, je pense qu'on est une des écoles qui avons le plus abouti sur ce dispositif-là. Et c'est vrai qu'on est vraiment sur un modèle, comme on peut le voir sur du gaming, par exemple. On est sur des environnements 100% virtuels avec un avatar, et puis vous vous déplacez dedans. Vous avez toute liberté de vos mouvements. C'est quand même c'est assez génial comme expérience. J'imagine. Et j'imagine que du coup, ça a un impact forcément sur l'expérience collaborateur, comme vous le disiez, sur vos élèves, mais également sur la marque employée, parce que je suppose que vous avez également des enjeux qui concernent la marque employée de votre école. Donc, pour vous, quels sont les impacts et quels sont les objectifs? Je suppose que c'est pour toucher forcément les étudiants, mais est-ce que vous mettez en place des actions? Ça, du coup, c'est un événement qui était super, super intéressant et innovant. Ça a forcément touché votre marque employeur. Est-ce que vous mettez en avant d'autres organisations, d'autres événements de ce genre? En fait, on est très attentif à ce que nos étudiants restent connectés
Mhm. on va dire, au tissu des entreprises et pour aussi leur permettre de construire leur projet professionnel. Donc, on est véritablement très, très, très impliqué là-dessus dans les relations avec les entreprises. On a de gros enjeux, de gros objectifs qu'on essaie de mettre en place avec ça. Que ce soit vis-à-vis des entreprises qui pourraient être nos partenaires, vis-à-vis des entreprises qu'on pourrait éventuellement faire découvrir auprès de nos étudiants. On a essayé aussi d'une certaine façon d'ouvrir, si vous voulez, la perspective d'évolution de nos étudiants à la sortie, à l'issue de leur diplomation, pour qu'ils essaient d'envisager une carrière autre que par exemple, dans les cabinets de conseil, si vous voulez. Là, on a un peu effectivement un réflexe quand on est étudiant dans une grande école de commerce de se dire on va faire quelques années en cabinet de conseil et puis ensuite on verra ce qui se passe. Nous, on essaie justement on n'est pas fâché avec les cabinets de conseil, bien évidemment, hein, c'est pas du tout mon propos, mais on essaie justement d'élargir un peu la perspective des étudiants vers des entreprises plus classiques, avec une carrière peut-être un peu moins rapide en termes d'évolution, mais beaucoup plus construite. Donc on travaille vraiment sur ces sujets-là. Et puis il y a un sujet aussi qui nous a fait gagner d'ailleurs une place dans un classement très important qui est celui des classements à l'issue des classes préparatoires, puisque c'est un classement qui bouge pas beaucoup. En fait, c'est un classement qui est construit suite au choix des étudiants qui sortent des classes préparatoires en fonction des écoles de commerce qu'ils choisissent. D'accord ? Ce classement, il bouge. Il est quasiment immuable parce qu'en gros, les étudiants qui sortent des écoles de commerce, de prépa, ils vont vers les écoles prestigieuses, etc. Donc le classement il est assez représentatif, on va dire, de ce qu'on peut imaginer en France. Cette année, Neoma a gagné une place. C'est quelque chose qui arrive quasiment jamais. Et on a gagné une place parce qu'en fait, notre proposition notre offre vis-à-vis des étudiants, elle est vraiment axée sur la convivialité, sur le fait de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux et d'avoir une vraie relation de collaboration et, comme je vous le disais, d'avoir une véritable expérience d'apprenant tout au long de son parcours d'étudiant au sein de l'école pour que ça reste ancré toute sa vie. Et ça, les étudiants sont très sensibles à ça et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Je vois, très bien, c'est super. Et pour finir, avec ma dernière question, quelles leçons RH tirez-vous de ces dernières années? En tant que RH, un vrai bouleversement. Hein. Je Mhm. pense que je suis pas le seul à dire ça, mais alors plutôt que de bouleversement, je dirais une accélération folle de la temporalité justement de l'évolution de la façon dont les gens travaillent. Je pense que c'était de toute façon on allait vers une tendance comme celle-là et on le voyait déjà auparavant et avant la crise sanitaire, mais la crise sanitaire et les années qui ont suivi ont littéralement fait exploser la temporalité et avec une accélération folle vers justement cette évolution du travail, qui est celle qui nous oblige, nous, par exemple, d'abord, dans un premier temps, à répondre aux attentes très fortes des jeunes générations, qui sont évidemment totalement différentes des générations précédentes, mais encore une fois, je pense que le temps s'est accéléré et l'écart qu'il pouvait y avoir entre les générations c'est vachement raccourci en réalité. Donc il faut pour nous en tant qu'RH de pouvoir répondre à ça, répondre justement aux attentes de ces générations-là qui veulent du sens, qui veulent comprendre pourquoi elles travaillent pour l'entreprise, qui veulent travailler pour des entreprises qui elles aussi sachent répondre à leurs souhaits d'un monde meilleur. Et puis qui soient une entreprise qui peuvent aussi répondre à on va dire à leur impatience. Jusqu'à maintenant, en RH et même de façon générale entreprise, on avait plutôt tendance à dire, c'est plutôt aux collaborateurs de se plier à la temporalité de l'entreprise. Et en réalité, maintenant, on essaie de mettre tout en œuvre justement pour pouvoir davantage répondre à cette impatience. Alors, c'est pas toujours facile. C'est là où la RH est le plus compliquée parce que la fonction RH, en fait, elle travaille davantage sur le temps long. Il est évident qu'on ne change pas les gens, on ne change pas la culture d'entreprise en claquant des doigts. Alors que on peut décider d'un plan stratégique qui se fait en l'espace de 2 ans et puis on avance très très vite. Et derrière, il faut que les équipes elles suivent. Donc forcément, c'est toujours un peu plus long pour les ressources humaines. Et du coup, c'est c'est notre enjeu aujourd'hui d'arriver à répondre à ça, à gérer cette temporalité sans griller les étapes non plus. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on reste garant de toute la partie, on va dire, structurelle de l'organisation de l'entreprise. Et puis aussi parce que forcément, le code du travail n'évolue pas aussi vite, la réglementation n'évolue pas aussi vite, et en même temps, les jurisprudences se multiplient, les textes et les règlements aussi se multiplient, donc il faut pouvoir
rester hyper attentif et hyper à jour sur tous ces sujets-là. Donc ouais, c'est majeur Mhm. l'évolution pour les ressources humaines de ces dernières années. Et ça s'est fait en l'espace de 2-3 ans. C'est ça. Donc, et je vois pas un ralentissement, si vous voulez, de cette temporalité-là dans les 3 à 4 années qui viennent. On est véritablement sur un moment où il faut vraiment aller très très vite et être le garant justement de la maîtrise du temps, en fait. Je pense que la RH devient de plus en plus le garant de la maîtrise du temps pour les directions générales, pour les entreprises, qui, elles, ont besoin d'être hyper souples, hyper dynamiques, hyper agiles, et pour pouvoir répondre aussi aux besoins et aux attentes des générations qui arrivent sur le marché du travail. Je vois. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie, ça a été très complet et très clair. J'ai vraiment été ravie, Nicolas, de vous écouter. Je vous remercie encore de partager votre expérience et votre expertise à nos auditeurs. Merci à vous encore, Laura, et merci à Foxera de m'avoir accueilli, puis de m'avoir permis d'exprimer mes points de vue sur cette belle fonction qui est celle des ressources humaines, en tout cas. À nos auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.